Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Moussa Moïse pour reprendre le fil de l'interview. Exactement. Sur le plan de la gestion financière, Monsieur Sidibé, nous avons entendu beaucoup de choses. Comment les recettes publicitaires sont gérées, comment est-ce que la subvention est gérée. Est-ce que cela ne donne pas lieu à des déperditions, à des suspicions liées donc à des détournements de fonds? Parce qu'on en a entendu, on en a entendu parler. Et également sur les équipements. Comment, normalement, cela doit se renouveler au niveau de la RTG? En ce qui concerne la gestion financière, la RTG, dans les conditions normales, n'a pas le droit de produire de l'argent. La RTG produit l'information, produit les émissions, produit les contenus et diffuse les contenus. La gestion de l'écran publicitaire ne doit pas revenir à la RTG, mais à l'OGP. C'est ce que les textes disent. C'est l'OGP qui gère directement l'écran publicitaire et reverse, je crois, 70% des entrées à la RTG. Mais la gestion directe est faite par l'OGP, ce qui n'a pas été le cas pendant un bon moment. L'autre question, c'est au niveau des équipements. Quand j'étais à la RTG, grâce à mes relations à l'international, on avait réussi à équiper la RTG. On avait réussi à former les gens de la RTG. Quand j'arrivais, il y avait un seul JRI. À mon départ, il y en avait 15. Waouh, c'était en quelle année déjà? C'était entre 2013 et 2016. Un seul JRI? Il y avait un seul JRI, c'était Ibrahim Keïta. À mon départ, il y en avait 15, dont un qui était, ce sont ceux que les Français formateurs m'ont dit, notamment Tchernosman Diallo, me disait qu'il était capable de travailler dans toutes les rédactions du monde. Donc on avait fait cela. Mais si la RTG n'a pas la capacité d'une gestion autonome, si la gestion vient d'ailleurs, on ne peut pas très bien contrôler ce qui existe déjà, l'existant déjà. La télévision nationale, ce sont des équipements qui évoluent. D'accord. En même temps, donc, ils doivent être mis à jour. Mais si tu permets, Jacques insiste pour compléter sur la question des finances. Vous dites l'OGP doit normalement reverser les 70% et puis vous avez conclu que ça ne se fait plus. C'est les 70% qui ne sont plus reversés ou bien c'est la gestion même qui n'est plus assurée par l'OGP? Plutôt que ça ne se faisait pas. Non, si, ça se faisait. Écoutez, quand j'étais là, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'écran était géré par l'OGP. Mais à un moment donné, l'OGP a passé 3 mois sans rien verser à la RTG. Donc j'ai pris la décision de gérer directement l'écran publicitaire. On vous a même entendu sur le sujet. Oui. Tant que l'OGP ne reverse pas à la RTG. Okay. J'ai même eu le ministre Makanera sur le dos, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais cela s'est passé, on a épongé cela. Et il y a eu des réunions, puisque je suis membre du conseil d'administration de l'OGP, il y a eu des réunions pour demander à la RTG de confier, de respecter les textes en fait. Le respect des textes. Et puis ça allège le travail de la RTG. Ça permet à la RTG de s'occuper de son travail. Le travail de la RTG, selon les textes aujourd'hui, n'est pas de produire de l'argent, n'est pas de gérer ceci ou cela. D'accord. Mais les 70% qui sont versés sont destinés réellement à quoi dans les tests? Et on sait aussi que la RTG, c'est pas forcément c'est le journal, tout ça. Il y a la production des émissions. Et comment le financement le budget de production, tout cela est défini? Comment tout cela doit vous parvenir normalement? Mais non, la gestion, en fait, ça vient de ces 70% là. L'entretien de la maison, la plomberie, l'électricité, le carburant pour les reportages. Le carburant. Est-ce qu'en votre temps, tout cela permettait quand même de pouvoir produire des émissions de qualité? Non. Mais vous n'avez pas interpellé l'État? Mais c'est ce que je vous dis là. Je l'ai dit dans l'autre interview que l'un des sujets ou l'un des prétextes qui m'auront fait partie de la RTG, il y avait justement mon insistance sur le changement de statut de la RTG. Tout devait venir là. La RTG aujourd'hui, dans sa situation actuelle, ne peut pas satisfaire les Guinéens. Ne peut pas avoir une bonne gestion financière, ne peut pas avoir une bonne gestion administrative. Le ministre est capable, en tout cas dans le passé, de parachuter n'importe qui à la RTG et lui donner un poste et informer le directeur général après. C'est arrivé avec vous? C'est arrivé avec moi.
le livre, le manuscrit dont je vous parle là, tout est écrit là-dedans, qui est prêt depuis 2019. Je le dis parce qu'il y a d'autres intellectuels qui m'écoutent. Vous allez penser que je l'ai écrit qu'après la chute d'Alpha Condé. Non. Le manuscrit est prêt, ça a été lu par beaucoup de Guinéens sur ça. Alors, sur la question de la gestion des effectifs, puisque vous nous parlez des personnes parachutées, je ne sais pas combien de personnes parachutées vous avez reçues quand vous étiez encore en fonction, mais sur la gestion des effectifs, comment est-ce que vous êtes intéressé à la question des stagiaires à durée indéterminée qui sont du côté de la RTG depuis des lustres, qui sont là, et puis également... Exactement. Et puis également, de l'autre côté, ce sont aussi ces correspondants qui sont à l'intérieur du pays, qui sont jetés aux oubliettes. Avez-vous fait face à ces questions majeures-là? Écoutez, moi, c'était hier. J'ai pensé qu'on allait parler d'aujourd'hui, mais je reviens quand même sur la question. Je vous ai dit que la RTG n'a pas d'autonomie financière, administrative même. Vous avez, dans les différentes rédactions, des gens dont vous n'avez pas besoin, des gens envoyés par la fonction publique. Parmi ces gens, il y a des mécaniciens, il y a des plombiers, des gens de tous les horizons que vous retrouvez au niveau des rédactions, mais que vous devez utiliser. Parce qu'ils sont régulièrement payés par la fonction publique et ils ont été affectés à la fonction publique. Des plombiers? Non, c'est une façon de dire. Non, je veux savoir. Voilà. Ce que vous nous dites, c'est qu'ils n'ont rien à voir avec le métier. Non, rien à voir. Ils viennent apprendre le métier là. Et ceux qui réussissent, bon, ça va, mais ils sont nombreux qui ne réussissent pas. Mais qui sont régulièrement payés. Pendant ce temps, vous avez des stagiaires qui arrivent. Je vous ai cité le jeune Tchernosman Diallo tout à l'heure, qui est un excellent journaliste, mais qui n'est pas encore employé. On ne peut l'employer qu'à la fonction publique. La RTG n'a pas la capacité, n'a pas le statut d'employer un journaliste. D'employeur autonome. Voilà. Alors que le directeur général qui est là, il a besoin de ces jeunes-là, de ces jeunes journalistes. Qu'est-ce que je pouvais faire à ce moment-là? C'était de les prendre comme contractuels. Et les anciens qui sont déjà à la retraite, mais dont les services, dont on a besoin des services, c'est là, je fais la démarche moi-même auprès de l'autorité, par exemple le ministère du Budget, pour qu'on les prenne comme contractuels d'État, parce qu'on a besoin d'eux. Mais la RTG elle-même ne peut pas, n'a pas les moyens, n'a pas le statut qu'il faut pour prendre en charge les gens dont elle a besoin. D'accord. Mafoudia Bangoura, nous sommes, rappel, si vous nous prenez en marche seulement maintenant, il y a Moussa Sidibé, ancien directeur général de la RTG, s'exprime justement sur la maison commune des médias. Mafoudia. Alors la question que je vous pose, je vous la pose en tant qu'homme de médias et ensuite en tant que ancien directeur de la RTG. C'est lié au fonctionnement de la radio. Il y a eu récemment cette grève avec les travailleurs qui dénoncent un certain abandon. Genre, on ne les considère plus, il y a plus de pour la télé. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour garder l'image que cette radio avait avant même qu'on s'intéresse tant à la télé? Quelle aurait été la solution? D'abord, il faut connaître la maison, il faut comprendre le travail, il faut comprendre le fonctionnement de la radio et de la télévision. La télévision est arrivée, mais la radio n'a pas cessé d'être. La radio a continué à être. Et la radio est encore beaucoup plus puissante aujourd'hui que la télévision. Elle entre dans tous les foyers du pays, de Lola à Dubrika. Il faut le comprendre. Il faut que l'autorité aussi le comprenne. Et peut-être, puisque le statut actuel de la RTG ne lui permet pas de faire ce qu'elle veut, qu'on comprenne que des décrets, des grands communiqués importants doivent passer d'abord par la radio. Ou passer simultanément, c'est-à-dire on fait en synchronisation et la radio et la télévision. Ils ont raison parce que, en fait, on suit la RTG aujourd'hui. Non, ne tournons pas autour du pot. On suit la RTG aujourd'hui, il n'y a pas assez de production. On suit parce qu'il y a les actes de pouvoir. C'est vrai. Donc, si la radio ne peut pas bénéficier de ces actes, de la diffusion de ces actes-là, vous comprenez qu'elle perd ses auditeurs. Donc, ils ont raison de rappeler aux gens que la radio existe et que la radio et la télévision sont au même pied d'égalité. Dans les conditions normales, c'est la direction qui doit le comprendre.
et travailler dans ce sens-là. D'accord. Jacques Léo-Aleno, on poursuit avec vous. Vous parliez à l'instant des effectifs. Si vous aviez l'autonomie de gestion, on a besoin aujourd'hui de combien, de quelle quantité de journalistes, de techniciens à la RTG pour pouvoir fonctionner? Je pose cette question parce que je trouve qu'il y a trop de monde et inutilement à la RTG. Et en termes de moyens, à peu près combien la RTG peut avoir besoin pour ses productions ne serait-ce que mensuellement. Non, je ne peux pas le dire avec certitude. Pour la dernière question, vous savez, quand vous êtes un office, tout est décidé avant le 1er janvier. On sait de combien de contenu vous devez produire pendant l'année. Vous savez quels sont les matchs internationaux que vous devez couvrir en direct. Donc le budget est dégagé à l'avance. Si vous êtes un office, avant le 1er janvier, vous avez déjà le budget. Vous savez ce que vous devez faire tout le long de l'année. C'est pourquoi d'où l'importance de changer le statut de la RTG. La question de Jacques, c'était... Sur les effectifs, est-ce qu'il y a un trop-plein? De combien est-ce qu'on aurait besoin aujourd'hui pour bien faire fonctionner la maison? Moi, j'ai eu la chance de me brouiller aussi dans le privé. Vous savez, Évasion, c'est moi qui l'ai lancé. D'accord. Et aujourd'hui encore, c'est une fierté de regarder Évasion. N'est-ce pas? Donc, j'ai pu expérimenter certaines choses. La RTG aujourd'hui, il y a près de 100 personnes à la rédaction, dans une rédaction. Wow. N'est-ce pas? Mais télé, radio confondues ou une seule? Je ne saurais le dire, mais je crois que même au niveau de la télé seulement, il y a près de 100 personnes. On n'en a pas besoin, franchement. C'est la rédaction du monde, ça. La télévision, la radio, c'est le monde de l'excellence. C'est la compétence et le talent. Ceux qui sont bons restent. Ceux qui ne sont pas bons, si on ne peut pas, puisqu'ils sont à la fonction publique, on peut les envoyer ailleurs. On peut les envoyer à l'enseignement, on peut les envoyer dans d'autres départements. Mais la RTG doivent travailler, doivent entrer dans une salle de rédaction, ceux dont c'est le travail, exclusivement. Et on peut, maximum pour une rédaction nationale, peut-être 30 personnes. D'accord. 30 personnes. Mais ce que vous dites là va pas plaire, hein, c'est une coupe quand même importante. Non. Je ne suis pas en train de vous dire de mettre le trop-plein à la porte. Ils sont déjà à la fonction publique, c'est une très très bonne chose, mais il ne faut pas que le fonctionnement, l'image ou bien le rendement, parce que ça peut être une pesanteur aussi, qui empêche la productivité. Vous comprenez? Donc je ne suis pas en train de dire ici, la porte, mais de gérer autrement ces ressources humaines. Tout cela revient au changement de statut. Il faut que le directeur général ait la capacité, les moyens de ses objectifs. D'engager ces réformes. De changer. Aujourd'hui, je répète encore une fois, le directeur général ne peut rien faire en l'état actuel qui puisse amener le Guinéen à s'intéresser à la télévision, à s'intéresser à la radio. Parce que vous pouvez changer d'équipement. Vous pouvez changer les journalistes, vous pouvez prendre les meilleurs journalistes du monde. Mais si l'éditorial ne change pas, le Guinéen ne s'intéressera pas à sa télévision, il n'y viendra pas parce qu'il est Guinéen. Il veut y venir parce qu'il trouve ce qu'il cherche. Absolument. Moussa Moïse. La télé, normalement, c'est elle qui doit nous regarder. Je trouve que... Quoi elle doit vous regarder? C'est qui regarde la télé. C'est qui doit nous regarder. Alors, M. Sidibé, c'est quand même extraordinaire que quand vous voyez, comment est-ce que je ne parle pas parce que de l'avènement du CNRD, mais quand on suivait un peu le journal télévisé sous le régime Alpha Condé, l'alignement des éléments institutionnels, un mot là-dessus, parce qu'on se rend bien compte que ça se résumait très souvent au président, à son épouse, ainsi qu'aux activités connexes et autres. Et jusqu'à un certain moment, le professeur Alpha Condé a été contraint d'interpeller la RTG pour dire allez-y à l'intérieur, sortez-moi telle chose ou telle autre. Est-ce que cela, normalement, on doit rappeler cela à la RTG? Qu'est-ce qui fait que cela ne marche pas? J'ai pas bien compris la question. Sur l'alignement des éléments. Vous savez, oui. Vous savez, ce n'est pas mauvais qu'on ouvre le journal par une activité du chef de l'État. Ce n'est pas normal. Mais une activité du chef de l'État qui excède les 3 minutes, c'est préjudiciable pour l'image même du chef de l'État. Il faut qu'on le comprenne.
J'ai tenté à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez cette rubrique qu'on appelle Info Plus. J'ai tenté à un moment donné, quand le président de la République avait une activité, on ouvre le journal par cette activité pendant 2 minutes. Et puis j'annonce qu'à la fin du journal, on pointe sur le reste de l'actualité. N'est-ce pas? C'est-à-dire que le journal est libre. Elle n'est pas trop saturée. Mais si vous consacrez 15 minutes à une activité, à n'importe quelle activité, les gens n'accèdent pas à l'information. Ils vont quitter. Les gens n'accéderont pas à ce que vous voulez leur dire. Donc le mieux, c'est d'avoir 1 minute 30, quelle que soit la situation. Et c'est ce qui est bien, et pour le chef de l'État, et pour les autres. En dépit des pressions extraordinaires. En autre temps, il a été difficile de mettre cette pratique en place. Est-ce qu'il y a eu des pressions sur vous la RTG est un service rattaché au ministère de la Communication. Donc vous êtes toujours appelé à l'ordre. La RTG n'a aucune autonomie. Aucune autonomie. Il faut que la situation de la RTG change. La RTG regorge des meilleurs techniciens, des meilleurs journalistes du pays. Il faut leur donner les moyens d'être véritablement sous les projecteurs. Et le seul moyen, c'est de changer le statut de la RTG. Qu'on y admette les compétents, les talents et ceux qui ont la volonté d'éclore. Est-ce que c'est ce statut qui nourrit aussi ces nombreuses divisions, cette clanisation dont on parle souvent? Et d'ailleurs, sur les clans, est-ce que à votre période, vous avez aussi vécu cela? Est-ce qu'il y avait ces clans à l'intérieur qui s'opposaient à votre autorité? Oui, vous savez, nous sommes des êtres humains, il y a des choses qui peuvent arriver. Les hommes, naturellement, se retrouvent en clan. Mais le chef, quand vous avez la gestion d'une entité comme la RTG, il faut savoir fermer les yeux, il faut savoir taire certaines choses. N'est-ce pas? Il faut travailler au rassemblement. Il n'est pas normal de se laisser aller par ceci ou par cela. Mais travailler au rassemblement, c'est quand même une formule que l'on a souvent entendue. À chaque prise de fonction à la RTG, on va rassembler, on va travailler ensemble, on va unifier. Je crois qu'à mon départ de la RTG... Mais, avec Savané, on a bien vu l'illustration. On a souvent des hommes à M. Sidibé, les hommes à M. Bangoura, et ainsi de suite. Non, je ne pense pas qu'à mon temps, je ne sais pas s'il y avait des gens à Sidibé ou des gens à ceci ou cela. J'ai travaillé au rassemblement, peut-être que je n'ai pas complètement réussi, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des clans à la RTG comme on en parle aujourd'hui. Je ne pense pas, je crois que j'ai pu réussir à travailler, à rassembler les gens, à mettre les gens au travail, à ne considérer, à ne privilégier que le travail pour lequel on était là-bas. Parfait, la dernière sur ce chapitre. Oui, la dernière sur ce chapitre, moi j'ai bien compris votre message de ce matin, nous espérons qu'il va être entendu par les autorités. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'à l'interne, ceux qui sont à la RTG doivent accepter de mener ce combat? Je me réfère à ce que vous avez dit tout à l'heure, un extrait d'un opposant qui est traité par un journaliste. Donc on suppose que ça se passe à l'interne. Mais que ce Coutouréa soit au courant, ça veut dire forcément qu'il y a un journaliste sur place qui a intérêt à ce que ce Coutouréa soit au courant. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire à l'interne d'abord au niveau de la conscience? Vous savez, quand vous n'avez que des compétences, quand vous n'avez à l'intérieur, dans les rédactions, que des gens compétents, cela n'arrive pas. C'est vrai. Mais quand il y a des gens qui sont arrivés par ceci ou par cela, cela va arriver encore. Parce que leur présence s'explique par cela. Je connais nommément celui qui est à la base de cela, celui qui a appelé Sékou Touré pour lui dire que cet extrait de M. Kassori Fofana doit passer et qui n'est pas bon pour le pouvoir. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. La gouvernance d'Alpha, ça chute. Et maintenant, les perspectives au sein du parti, avec vous, pour relancer ce débat, avec vous Antoine, pour relancer ce débat avec M. Keïta. Oui, parlant de relance, il y a eu cette conférence de presse. Cette conférence de presse que j'ai qualifiée d'Assemblée Générale, parce qu'on a mobilisé beaucoup de militants dans l'enceinte du siège avec des journalistes. Et on a tous vu ce qui s'est passé là avec des déclarations d'Amaro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et dites-nous, c'était quoi l'urgence pour tenir une telle conférence de presse? Et pourquoi
les propos qu'on a entendus ont été tenus là parce que ça a été condamné après par les nouveaux hommes forts du pays. Écoutez, la conférence de presse n'avait qu'un seul objectif. Un seul. C'était d'envoyer un message aux militants qui n'ont pas d'informations pratiquement depuis le 5 et qui se perdaient. Il fallait les rassurer que le parti est là et que les gens devraient resserrer les rangs. Premier message. Deuxième message, c'était attirer l'attention des nouvelles autorités à prendre soin du président et à solliciter sa libération éventuelle. C'était l'objectif. Mais les mots... Maintenant, non, les mots... Il n'y a pas de dérapage finalement. Est-ce que c'était prévu? Non, par exemple, le propos de Damaro, est-ce que c'était prévu? Ça, je ne peux pas le dire, mais je vous dis exactement c'était quoi l'objectif de la conférence de presse. Maintenant, s'il y a autre chose, sincèrement, ça je ne peux pas... n'avait pas été prévu. Dit dans ses propos d'Amaro que déjà qu'il y a des personnes qui commencent à rôder autour de cet héritage. Il n'a pas des personnes. Charognard, et déjà, ça laisse entrevoir une crise au sein de votre entité, une crise interne, d'abord au-delà de la crise externe qui viendra. Et lorsqu'on l'écoute, on a l'impression qu'il y a un malaise. Quelle est votre lecture de ce passage et quelle est aujourd'hui la réalité à l'interne du parti? Est-ce que la guerre de succession a démarré? Écoutez, nous avons 3 élections, je crois, selon le plan prévu par la charte de la transition. On va faire les communales, les législatives et la présidentielle. À mon avis, pour le moment, le débat qui est président ou qui est candidat du RPG est un débat prématuré, même si des gens peuvent avoir des prétentions, ce qui est tout à fait normal. C'est normal que des gens aient la prétention de vouloir briguer la magistrature suprême à travers le RPG. C'est pas mauvais. Mais c'est qui... Je ne crois pas. Parce que je pense que... Pourquoi je pose la question? Imaginez-vous, on a l'impression même Alpha ne voulait pas de dauphin. Sinon, il aurait pu préparer. Il vous laisse là un héritage très lourd. Et vous me dites ce matin que n'oubliez pas qu'il avait un mandat. Il n'était qu'au début. Monsieur Keïta. Donc je pense pas que ce soit juste Monsieur Keïta. Je ne pense pas. On avait quand même ce qui est arrivé. On avait un temps suffisamment intéressant pour régler ces questions. D'ailleurs, maintenant aujourd'hui, on est dans une situation un peu difficile, il faut le reconnaître, parce que le parti ne s'est pas restructuré depuis des années. Souleymane, pour appuyer ce que... Oui, mais attendez, depuis quelque temps, pour appuyer la question de Djiba, on a suivi Saloum Cissé qui disait oui, nous voulons d'un 3e mandat, mais pas pour Alpha Condé. On sait ce que ça lui a coûté. Pour le RPG. Est-ce que finalement, le président de la République entendait justement cette transmission du bâton de commandement à un autre? Pourquoi était-il aussi difficile de trouver un autre président au parti? Mais le parti est structuré. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il faut trouver un président au parti, je vous ai dit que le secrétaire général du parti, c'est Saloum Cissé. Il y a une coordinatrice nationale qui a aussi son rôle. Mais quand le président est président de la République, il ne peut plus être président du parti. Qui était le président du parti? Qui? Monsieur Keïta. Le président du parti? Oui. Du RPG. Le professeur Alpha Condé était, je dirais, un président d'honneur. Non, on est d'accord. Non, Moussa, c'est bon. Il y a un président d'honneur. Non, mais dans les faits, dans les actes, vous savez bien que Moussa Moïse. Oui, Moussa Moïse. Quand vous prenez les statuts du RPG, il y a un secrétaire général. La dernière revue des textes du parti, qu'on n'a même pas validé, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes après, qu'on n'a pas validé, on a instauré le poste de président en préparation au congrès. Souleymane. S'il vous plaît, non, vous voulez comprendre. Il va finir. Vous voulez comprendre. N'est pas un président. Oui, vous voulez comprendre. Oui, allez-y. Vous voulez comprendre. Ces modifications-là. C'est important. Avant, le RPG est dirigé par un secrétaire général. Alpha Condé? Oui. Il était secrétaire général, il n'était pas président. Quand il est monté président. Non, je veux dire avant. S'il vous plaît. Avant oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'était pas président. Il était le secrétaire général du parti. Madame Fatou Bangoura, secrétaire politique, ainsi de suite. Vous nous apprenez des choses? Ah, bien sûr. Allez-y. Lorsqu'il est monté président, on a mis Saloum Cissé, secrétaire général du parti. En fait, lorsqu'il est monté président... Vous comprenez? Non, président de la République.
Saloum Cissé a été désigné à l'occasion d'une Donc convention. vous êtes en train de nous dire S'il que vous c'est un plaît, secrétaire général qui a été présenté aux élections présidentielles. s'il vous plaît. Mais pourquoi pas? Ça dépend de la structuration Là, du c'est parti. le candidat qui est Ça, c'est le présenté. candidat du parti. Ensuite, Quand il y a eu, on a revu les textes, on a instauré le poste du président, vice-président, etc. Il y a eu une nouvelle structuration. Cette structuration n'a pas été meublée. Du coup, c'est que Saloum Cissé reste le premier responsable du parti. ça n'a pas encore été validé. Vous comprenez? Ça n'a pas été encore Donc validé. ça, c'était Mais un non, prélude mais non. au congrès que nous voulons Maintenant, organiser. président d'honneur, là, vous avez pris ça où? Non, je vous dis, non. En fait, président quand d'honneur. vous dites, Parce qu'il commandait toujours. puisque vous parlez de président, de toute façon, lorsque le président de la République est issu du parti, Mais il ne commande plus au parti. s'il vous plaît, C'est la loi qui le dit. lorsque, je n'ai pas dit qu'il commandait le parti. Je n'ai Ah, pas, mais je n'ai pas dit c'était ça. tout comme- Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Je n'ai pas dit ça. Alors moi, Voilà. j'explique. Un parti ne Ouais. fonctionne pas comme ça. Je dis- Lorsque. Je- Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, Mais oui, ça, on le d'accord. sait. Souleymane Dono, vous avez mais fait, il y a- vous avez fait un travail Moi, de il y fond. a une Vous question avez qui fait un n'a pas travail. répondu, c'est important qu'il réponde. Parlons de charognard, parce que ce serait important. Non, que- mais on file avec Non, le parti. oui, On file mais- avec oui, le parti mais la d'abord. question Non, de la sur la conférence question de presse. de président du parti. Vous avez fait un travail de fond. Vous avez structuré le parti. Ce travail n'a pas été validé. Vous aviez prévu l'organisation d'un congrès. On a envoyé Oui. les textes dont je vous parle dans toutes les préfectures de la Guinée. D'accord. En Les prélude dans sections, l'organisation. s'il vous plaît. Oui, en plus dans l'organisation. Les sections à l'intérieur, vous pouvez vérifier, se sont prononcées sur ces textes. D'accord. Elles ont fait des amendements. Les textes sont revenus à Conakry. Vous comprenez? On a décidé d'organiser les structures à la base. C'est ce qui nous a conduit au renouvellement des structures des comités de base au niveau des sections. Et on s'est arrêté là. D'accord. Et il fallait continuer sur la fédération et les organismes nationaux. Alors C'est cela ce n'a qui n'a pas pas été fait. Alors ce texte n'a Et pas. nous nous préparions. Oui, à cela, C'est à ça. ce changement. Mais puisque ce n'est pas passé, il y a eu cette interruption. Le président Alpha Condé occupait quel poste au niveau du parti? Il n'a pas de poste dans le parti en tant que tel. En tant que tel? Non. Il n'a pas de parti, il n'a pas de poste. Non. T'es président Il d'honneur. était président d'honneur ou secrétaire général? Secrétaire général Le d'honneur. secrétaire général, D'honneur. encore une fois, c'est Saloum Cissé. Mais en tant que candidat élu du parti, sa voix reste bien entendu prépondérante D'accord. dans les activités du parti. C'est pourquoi je dis il ne peut C'est pas tout à être fait président normal. d'honneur s'il n'y a pas de président. Donc D'accord. c'est un secrétaire général d'honneur. Djiba. Non, Antoine, allez-y. Voilà. Monsieur Souleymane, j'ai envie qu'on éclaircisse cette partie de la conférence de presse parlant de charognard. Parce que forcément, il y a des aspirants. tu tiens bien. Non, vous allez C'est répondre. important, parce C'est que le Antoine. mot n'a pas été utilisé par hasard. C'est un mot que Damaro, que nous connaissons très politique, a utilisé expressément. Parlons de charognard. À qui faisait-il allusion? Ah non. Oh, non. Ah non. Je vais vous aider. Écoutez la question. Allez-y. On sait qu'il y a des personnes qui aspirent à devenir président du RPG. Il y a un journaliste ce jour-là qui a posé une question sur la personne de Jakaria Koulibaly, qui veut briguer, je crois qu'il a créé un parti politique ou qui veut être président du RPG. Une question qui lui a valu une certaine bousculade, parce qu'on l'a sorti du siège du parti. Kassouri Fofana, qui a été Premier ministre, on nous apprend qu'il veut être aussi président du RPG. Alors dites-nous, est-ce que les propos de Damaro s'adressaient à ces personnes-là, à ceux-là qui veulent devenir président du RPG, qui ont clairement montré qu'ils veulent le devenir? Est-ce que Kassouri, Jakaria Koulibaly et autres étaient visés par les propos de Damaro? D'abord, je vais vous dire, personnellement, ce comportement a été inattendu lorsqu'on a vu des jeunes porter des choix, non, pas porter des choix, se révolter lorsque M. Kamara a posé sa question. Journaliste. Nous avons demandé aux gens de se calmer. C'est vrai, la tension était là et ça se comprend parce que n'oubliez pas que c'est un parti quand même qui vient de perdre le pouvoir. Il y a la tension dans l'air. Les gens se regardent en chien de faïence. Chacun pense que tel est responsable. Ça peut arriver. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Aujourd'hui, le RPG, c'est pourquoi je suis très optimiste quant à l'avenir. Parce que c'est un parti dynamique qui a une base solide. Et croyez-moi, les militants n'iront nulle part. Maintenant, les appétits des uns et des autres, c'est tout à fait normal. Les gens dont vous parlez sont tous du parti. Qu'ils aient la prétention de vouloir être le président du parti dans l'objectif d'en être le candidat aux prochaines élections, c'est encore tout à fait normal. Sauf que, comme je vous l'ai dit, nous avons 3 élections. Le moment venu,
une convention sera organisée à la régulière et les militants se prononceront en faveur du candidat qui, à leurs yeux, peut être le mieux à nous amener à de nouvelles victoires. D'accord. Maintenant, je ne commente pas les propos individuels, Alors, puisque c'est pas moi qui l'ai tenu. Mafoudia Bangora. Alors, parlant de la succession au sein du RPG, on a l'impression que c'est le même film qui continue. Vous avez peur de choisir quelqu'un devant le président de la République, c'est-à-dire vous voulez lui laisser le choix, il ne se prononce pas, vous n'êtes pas à mesure de choisir quelqu'un, parce que vous parlez en off, on parlait d'un congrès. Comment se fait-il qu'à date, avec tout ce qui se passe, on n'ait pas encore ce congrès au niveau du RPG? Parce qu'à un moment donné, les jeunes, évidemment, avaient manifesté leur volonté d'aller, mais on a l'impression qu'au sein même du RPG, il y a cette guerre de génération. Comment comprendre qu'à date, vous ayez ces difficultés à choisir quelqu'un? Nous avons, pour être plus simple avec toi, nous avons atteint la maturité. D'accord? Parce que le RPG, c'est toute une histoire. C'est un parti qui s'est enraciné, n'est-ce pas, dans les communautés, dans les villages, et qui fait que le professeur Alpha Condé reste la constante du parti. C'est très important de le savoir. La constante du RPG, c'est bien le professeur Alpha Condé, parce qu'il a gagné le cœur de la quasi-totalité des militants du parti. La constance aurait, s'il vous plaît, aujourd'hui, non, s'il vous plaît, une idéologie, une vision, mais pas le professeur Alpha Condé. Vous êtes en train de dire ce qui aurait dû être. Moi, je vous dis ce qui est. Permettez-moi. C'est risqué parce que permettez-moi. Moi, je vous dis ce qui est. Et peut-être que ce n'est pas une réalité. Voilà, il faut me comprendre. Non, je comprends. Et par extension, c'est une réalité qui n'est pas propre qu'au RPG. Voilà, de ceci dit. Oui, pour le moment, c'est du RPG qu'on parle. Non, oui, mais laissez-moi dire. C'est une réalité qui n'est pas propre qu'au RPG. Les pères fondateurs. Les pères fondateurs sont toujours à la tête des grandes gueules. Nous avons été des jeunes militants. Nous avons pratiquement grandi dans les sillages du parti. Vous n'avez vu que le président Alpha Condé. Aujourd'hui, nous avons atteint une certaine majorité et c'est pourquoi le débat devient de plus en plus intéressant dans le parti. Parfait. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le parti va faire sa mutation, c'est inévitable. Il n'y a pas d'alternative parce qu'il le faut pour assurer cette survie que tous les militants réclament. D'accord. Et nous sommes forts, encore une fois, de ces militants qui sont à la base du parti et qui ne respirent que RPG. Le RPG, le parti qui a porté le professeur Alpha Condé au pouvoir, il va faire sa mue. Souleymane Douno Keïta est notre invité depuis un moment. Jacques Léoin, on poursuit cette interview avec vous. Donc on va parler de cet avenir. Qu'est-ce qui va se faire? Parce qu'on sait que par moment, même quand le président Alpha Condé était au pouvoir, vous avez voulu des réformes, vous les jeunes. Qu'est-ce qui vous empêchait jusque-là d'y arriver? C'est le président Alpha Condé lui-même ou quelques cadres au sein du parti? Ça peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Dans une dynamique comme ça, le changement n'arrange pas beaucoup de gens. Parce que c'est comme ça. Ça ne les arrange pas. Nous, les gens qui... Mais je vous dis... Les originels, ceux de la 25e heure. Bon, les aînés. Vous avez... Oui, les aînés, justement. Les aînés ne veulent pas passer la main. C'est l'impression que j'ai. Parce que des propositions ont été faites. Et c'est clair. C'est clair, c'est pas caché. Des documents ont été produits. À des moments donnés, on a même entamé le processus. Après, ça a été bloqué. Et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Ces aînés sont toujours là. Là, on est devant une situation, il n'y a pas d'alternative, il faut y aller. Vous allez les mettre dehors? C'est les militants qui choisiront les dirigeants du parti. Les militants choisiront et ces militants le feront en toute conscience, en toute connaissance de cause. Ils tiendront compte de ce que chacun aura posé comme acte dans le sens du rayonnement du parti. Écoutez, ça y va du changement naturel des organisations sociales. Diba Milibouno. Peut-être une question qui se rattache à ça. Ouais. Qui joue les mégatés en studio. Aujourd'hui avec du recul. Non, moi, je sais pas. Aujourd'hui avec du recul, avec tout ce qui s'est passé, est-ce que parfois le matin vous ne dites pas, si on aurait su, on aurait dû forcer l'ami Alpha Condé pour qu'il accepte qu'on présente notre candidat? Avec du recul aujourd'hui, est-ce que vous posez cette question? À la place d'Alpha Condé. Peut-être autre chose. Peut-être on aurait dû déclencher
de façon... même violente si vous voulez, avec beaucoup plus d'énergie, le processus de changement au sein du parti, oui. Ça, je dis oui. Oui. Mais pas... ça dit, en fait, pour moi, ce qui arrive n'est pas dû au choix politique, encore une fois, que nous avons fait. Parce que des exemples foisonnent à travers le monde. Oui. Mais tout est un problème de gestion. Tout est un problème de gestion. Et là-dessus, le RPG l'a exprimé à travers beaucoup de ses cadres. Nous attendons à ce que la situation soit faite pour qu'on situe justement les responsabilités. Vous êtes d'accord qu'il y a eu beaucoup de gabégie? Pour le moment, je ne peux pas l'affirmer, mais je suppose. À voir ce qui s'est passé. Ça nous a été, flagrant, ça a été dit, on a entendu. Il y a des cas sur lesquels, il y a des cas sur lesquels nous-mêmes nous avons demandé à ce qu'il y ait des clarifications. Ça n'a pas été le cas. C'est le cas de maintenant aujourd'hui. La dame des 200 milliards. Maintenant aujourd'hui, nous attendons de tous nos voeux que cette situation soit clarifiée afin que le parti puisse retrouver son élan. Parce que c'est important, l'opinion a tendance à considérer que c'est le RPG, alors que le militant qui se trouve au confin là-bas, lui aussi il en a pâti. Il en a pâti. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Il y a des cadres qui viennent fraîchement de quitter la gouvernance, qui ont encore une sorte de combustible, je parle des moyens financiers importants, donc qui ont derrière eux des groupes de jeunes qui sont formés en comité déjà de soutien. Ça, on ne peut pas le nier. Comment vous allez pouvoir gérer cette sorte de clanisation au sein du parti par rapport à ces comités de soutien qui sont déjà créés? Parce que ça commence déjà à susciter beaucoup de débats, ça s'attaque, nous voyons des pics et tout cela. Comment vous allez taire cela ou amener à ce que ça quitte le terrain de l'animosité, que ce soit vraiment une sorte de concurrence loyale? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous êtes prêt à concourir aux élections qui vont venir. Le RPG n'est pas pour sa mise à l'écart. Pas du tout. D'accord. Mais vous allez vendre quoi de nouveau au peuple de Guinée? Qu'est-ce que vous allez nous proposer de nouveau? Quoi? Et quelqu'un des États-Unis, Moussa, la même question. Je veux savoir qui nous demande pourquoi irions-nous voter à nouveau pour le RPG si une fois au pouvoir, il perd le contrôle de son propre programme politique. Alors, moi, je veux savoir, moi, je suis là, Douno, j'ai eu 11 ans. D'autres en ont eu beaucoup plus pour observer l'évolution du RPG avec le professeur Alpha Condé. Mais pour ce que moi, j'ai pu observer de la gestion, qui suit un dessus, quelle est l'approche que vous allez avoir pour venir reparler aux Guinéens pour leur dire votez encore pour le RPG? Je veux savoir, la suite viendra d'où? Écoutez, la première question, vous parlez de ceux qui créent des comités de soutien. Moi, je considère ça comme de l'animation. C'est de l'animation politique. Ce qui reste évident, les mots utilisés par ces comités sont souvent assez discourtois. Tous ceux qui se reconnaissent, militants du RPG, inscrits dans la vision de ce parti, viendront, on discutera à l'interne du parti et la volonté de la majorité des militants va s'exprimer. C'est comme ça va se régler. Maintenant, les autres, ce sont des situations factuelles, on ne peut rien contre. Si moi j'ai de l'argent et que je suis capable de donner 100 000 francs ou 200 000 francs à un jeune pour qu'il chante mon nom, il le chantera. Mais après, la réalité s'imposera toujours. Surtout que nous sommes dans une démarche qui consiste à faire en sorte que l'on ait des clarifications nettes sur ce qui s'est passé. Et là-dessus, le parti est tout à fait prêt à accompagner le processus. Maintenant, sur la deuxième question, quand vous me demandez qu'est-ce que nous allons vendre, mais nous allons vendre un projet de société, comme on l'a fait en 2010. Ah, mais c'est ce projet qui a échoué là? S'il vous plaît, ce projet n'a pas échoué encore une fois. Non. Il faut qu'on se comprenne. Ce projet nous a conduit au 5 septembre 2021. Évaluer, s'il vous plaît. Nous avons tout de suite évalué ensemble le processus, voir, il y a des choses qui ont marché, il y a d'autres qui n'ont pas marché. Les acteurs politiques qui sont sur le terrain ne sont pas tombés de la planète Mars. S'il vous plaît, je réponds à sa question. Non, laisse-moi finir. Vous dites que plus de 10 ans de gestion à la tête n'ont permis de redresser la situation socio-économique de notre pays. Vous vous rendez compte?
C'est ce que vous le dites. Et ce, malgré la volonté, l'engagement du professeur Alpha Condé et le soutien populaire impulsé par la conviction et l'esprit du sacrifice ayant toujours caractérisé les militants de RPG. Plus de 10 ans de gestion. Oui. Est-ce que c'est un aveu d'échec. Écoutez, est-ce que vous savez que la Guinée est dans un processus d'évolution? La gabégie que les gens dénoncent, la corruption qu'on dénonce, ce sont des situations, enfin, ce sont des éléments qui font partie, n'est-ce pas, de l'engagement politique. Nous avons critiqué, s'il vous plaît, nous avons critiqué le régime de Lansana Conté de ces mots. Si d'aventure, des gens dans notre système se sont livrés à des mêmes pratiques, il y a lieu de s'interroger. Vous allez nous vendre un autre projet de société. Maintenant, pour revenir à la question. À la question. Pour revenir à la question de... Oui, tu auras du temps. Pour revenir à la question de Moïse, nous avons un projet, on aura un projet de société. On est dans un contexte nouveau. Nous avons en face des acteurs politiques qui ne sont pas aussi blancs comme vous le pensez. Mais c'est la même place politique. Ils vont rédiger. Et vous ne savez pas vers quoi nous partons. Le parti, je vous ai dit que le parti va s'organiser. Nous allons construire autour de l'idéal qui a constitué, s'il vous plaît. C'est important aujourd'hui de savoir quelles sont les leçons que le RPG a tirées de ces 10 ans de gestion. On ne peut pas le tirer en quelques mois. Non mais arrêtez ça. Si. Non, vous ne pouvez pas. Si. Vous êtes vous-même dans votre tribune. Nous sommes dans un process. L'une des premières leçons qu'on tire, c'est qu'il faut aller rapidement à la réorganisation du Congrès et du parti On parle pour trouver des nouveaux dirigeants. Des leçons pour un parti politique qui a eu l'opportunité d'apporter des changements, mais qui a échoué. Si vous dites que vous n'avez pas tiré de leçons, c'est qui veut dire que les RPG qui reviendra demain, ce sera le même RPG. Mafoudia. Nous avons... Ça va toujours s'appeler RPG, ça va être jaune avec le coq. Comment? Ça va au niveau du nom comment ça va s'appeler tout ça? Mais c'est le parti, ça peut s'appeler RPG Renouveau. C'est le RPG. Renouveau. Il peut y avoir des évolutions. Mais ce qui reste. Vous insistez trop sur le RPG. Moi, ça m'interpelle. L'arc-en-ciel ne revient plus. On sait que l'arc-en-ciel est né après l'élection du président Alpha Condé. Est-ce que ce matin vous êtes en train de nous lancer un message? Vous ne voulez plus... Et peut-être à travers nous un message à ceux qui ont fait l'arc-en-ciel. Vous ne voulez plus des greffons au parti? Mais vous aussi, il y a des couleurs de l'arc-en-ciel qui ont disparu. Au contraire. Bien au contraire. Notre démarche ira dans le sens de la consolidation de cette alliance politique que le président a su construire, aller au-delà. Arc-en-ciel devient une alliance, ce n'est plus le parti. Le parti, c'est le RPG. Mais l'arc-en-ciel, l'alliance RPG Arc-en-ciel existe au-delà du parti RPG Arc-en-ciel. Hier, nos alliés étaient avec nous à l'administration des territoires. Seulement rapidement, ces deux questions. Je parlais de ce congrès, de cette conférence de presse. Au lendemain ça t'intéresse beaucoup parce que c'était important. Au lendemain de cela, il y a eu l'expulsion de Damaro de son domicile en l'espace de 24 heures. Il a quitté sa résidence de la Minière, ainsi que Nantou Chérif, à qui on apprend que Kassori aurait offert une maison. Il y a eu Diané, Dr Diané, qui a été également expulsé. Votre avis sur ces expulsions de vos cadres? Et ensuite, ce qui se dit autour de Dr Diané. Depuis l'éviction d'Alpha Condé du pouvoir, assez de choses se disent autour de Dr Diané qui aurait été assez égoïste dans les façons de faire. On l'accuse d'être le principal coupable de l'échec d'Alpha Condé. Qu'est-ce que vous dites de tout ce qui s'est dit autour de lui quand on dit que Diané n'a pas été assez ouvert? Ministre du ciel et de la terre, gardien du temple, tout ça. Il était le seul pratiquement à tout faire. On l'accuse d'avoir été pour beaucoup dans l'échec d'Alpha Condé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, les maisons de fonction, comme leur nom l'indique, c'est pour les fonctions. Si vous n'êtes pas en fonction, vous les libérez. On ne devrait même pas leur demander de le faire. Vous n'êtes pas contre le fait qu'ils aient été expulsés. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous êtes dans une maison de fonction, quand vous n'êtes pas en fonction, vous libérez. Même si d'autres l'ont racheté en Guinée, parce qu'on a vu tout ça ici. Mais Nantou Chérif quand même. Non, sur les rachats, vous n'êtes pas le meilleur. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Il y a un document qui vient de sortir au ministère de la Mission du Territoire, enfin au ministère de l'Urbanisme, qui fait état expressément de ces situations. Donc je considère, de plusieurs mois, plusieurs années. Je considère que quand on est dans une maison de fonction,
après la fonction, il faut libérer. On n'a pas besoin de vous dire de libérer. Le cas Nantou Chérif, le cas Nantou Chérif m'interpelle particulièrement. La deuxième question que avant tu as d'y aller, posée. le cas Nantou m'interpelle personnellement parce que Nantou sort d'une maison, on l'expulse. On apprend que Kassory lui a donné une maison avec tous les documents qu'il faut. Est-ce que cela veut dire qu'il n'a pas... Non, on a pris une location, a payé une location. Non, j'ai appris qu'il a les documents de la maison. Il a payé le loyer. Est-ce que cela veut dire que Nantou n'a pas eu le temps de se construire? Suivez-moi. Est-ce que Nantou, cela signifie qu'il n'a pas pu se construire une maison? Oui. Est-ce que ça veut dire que Nantou Chérif, la toute puissante Nantou Chérif du RPG, qui était frustré à la fin, oui, n'a pas pu, en l'espace de 10 ans, voire de 11 ans, se construire une maison? Antoine, attendez, il a fallu que Kassory lui trouve une maison en location. Est-ce que cela signifie qu'il y a des cadres au sein du parti qui n'ont pas bénéficié d'Alpha Condé, qui ont été les caciques du RPG, mais qui n'ont pas joui des retombées de sa gestion? Mais lui-même qui parle là. Lui-même qui parle. Il était occupé. C'est gênant d'apprendre il était occupé à parler dans les radios, à défendre le parti au moment où on vidait les caisses. Oui. Là, il se réveille enfin, il trouve que c'est parti. C'est très gênant d'apprendre cela. J'ai été gêné d'apprendre cela, Suleiman. Non. Vous savez, il y a plusieurs approches sur la question de bénéficier. Parce que c'est un débat qui est dans tous les milieux du parti. Ah, vous avez bénéficié, les autres n'ont pas bénéficié, etc., etc. Ça dépend du sens qu'on donne. Ce que je sais, quand on a le privilège de gouverner, d'être à des positions au niveau de l'administration, ça vous donne naturellement des avantages qui vous différencient quand même du citoyen ordinaire qui n'a pas ces avantages-là. Mais après, comme le président lui-même nous l'a appris, il le disait souvent, la façon pour nous de récompenser les militants, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès à l'électricité, par exemple. C'est de faire en sorte qu'on ait de bonnes routes. C'est de faire en sorte que les enfants aient la possibilité d'aller dans les bonnes écoles. C'est ça, la satisfaction idéale pour un parti politique. Maintenant, le fait que quelqu'un ait eu l'opportunité de devenir ministre ou d'être directeur général avec les avantages liés à cette fonction, c'est une autre situation. C'est vrai qu'au niveau du parti, cette question reste extrêmement sensible parce que chacun commente à sa façon. De toute façon, il reste évident que beaucoup de militants se sentent, si vous voulez, lésés. Oui. Malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir la possibilité d'être à des positions comme ça. Surtout que le président lui-même était dans une logique qui consistait à gouverner le pays en dehors, pas forcément exclusivement avec les cadres du parti. Il a embrassé avec tout le monde, beaucoup de gens, de l'opposition, de la société civile, des acteurs, des cadres. On va avancer la transition, un peu moins de 10 minutes maintenant avec Souleymane Keita, qui est membre du RPG Arc-en-Ciel. On discute avec lui à présent des perspectives pour le parti. Des perspectives pour le parti, et ensuite la transition qui est en cours. Je vous ai entendu tout à l'heure, pas plus de 2 fois, insister sur les clarifications de ce qui a marqué votre gouvernance. Est-ce que ce matin, vous demandez à ce que la transition s'occupe essentiellement de ces audits pour que vous ayez vous-même du parti une idée sur les personnes qui ont gouverné? L'autre question, par rapport, bien entendu, à cette transition globalement, quel contenu le RPG Arc-en-Ciel voudrait lui donner? Écoutez, sur la question des audits, je crois que l'orientation a déjà été donnée par les nouvelles autorités. Nous y souscrivons. Il n'y a pas de débat, nous y souscrivons. C'est même important. Voilà, il faut le faire. C'est important. Parce qu'on a besoin que la Guinée avance. Nous tenons à ça. Pour la transition, écoutez, nous sommes devant cette situation. Nous avons dès les lendemains du 5 septembre décidé de ne pas être en marge de la transition. Ça explique notre présence aux concertations qui ont été convoquées quelques jours après. Et hier, nous étions à l'administration du territoire. Le parti est en consultation maintenant. Avant-hier, on a fait des réunions pour voir quels sont les profils à désigner pour les amener à nous représenter au CNT. Donc nous comptons... Est-ce que vous discutez désormais avec toutes les formations politiques? Nous comptons participer pleinement à la transition. Maintenant, les autres partis, obligatoirement, nous devenons tous
des partis politiques donc à la recherche, à la conquête du pouvoir. Lorsqu'une plateforme va exister dans ce cadre-là, le RPG participera de plein pied. D'accord. Le président de la transition a dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Ceux qui ont dirigé le pays à un moment donné, que ce soit à l'Assemblée, dans le gouvernement, ne viendront pas, non seulement au CNT, mais aussi dans le gouvernement. Et Damaro disait que le RPG en est trop gros pour être exclu. Et comment vous voyez cela? Est-ce que vous dites aujourd'hui il y a un problème de trouver un homme qui n'a pas participé à cela pour aller au CNT? Est-ce que cette question-là a été posée au sein du parti? Écoutez. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur Alpha Condé. On lui a posé la question, nos confrères, sur la suite des choses. D'aucuns disent qu'il faut qu'il réponde devant une justice parce qu'il a été chef d'État avec tout ce qui s'est passé, les gabégies, les cas de mort. Quelle est la position du parti par rapport à ça? Justice classique ou tout simplement le laisser partir en tenant compte de son statut d'ancien chef d'État? Écoutez, en ce qui concerne la première question, tu as dit quoi? Pour le CNT, est-ce que vous avez... Pour le CNT, écoutez, parce que vous étiez nombreux à l'Assemblée. Au-delà de ceux qui étaient à l'Assemblée et de ceux qui étaient au gouvernement, le RPG a d'autres cadres. S'il arrivait d'exclure tous ces gens, et bien entendu, on n'a pas de problème. Mais je pense que le débat a évolué à ce niveau-là, parce que Abessila quand même était avec moi à l'Assemblée nationale. On était tous députés là-bas. Voilà. Donc pour moi, ce débat est dépassé. Maintenant, si vous pensez que ça existe, le RPG a d'autres cadres en dehors de ceux-là qui avaient été des députés et des ministres. Le cas du président, écoutez, moi je m'en tiens à la déclaration faite par le président de la transition. Tout le monde est justiciable, fut-il ancien président. Faudrait-il que tout se passe dans les règles de l'art? Nous souhaitons que s'il doit avoir un procès éventuel, que ça se passe dans les règles de l'art. Nous considérons que le professeur Alpha Condé est un symbole. Pour nous, c'est un homme, un grand homme pour la Guinée et pour l'Afrique, qui a posé des actes forts en faveur des populations. Pour le reste, s'il est amené à être en face de la justice de son pays, je crois que c'est un citoyen avant tout. Ça ne pose pas de problème. Nous voulons juste qu'il y ait une gestion due à son statut. Un grand homme qui aurait pu sortir par la grande porte, mais qui a été certainement poussé par la petite à cause de certains conseils. N'est-ce pas? Comment? Oh, d'accord, vous n'avez pas compris. Alors la question, la question que j'aimerais poser, c'est bien au sujet de l'interpellation qui a été faite au cadre du RPG au lendemain de votre sortie médiatique. Est-ce que vous avez eu la confidence de ce qui s'est passé entre le CNRD et les cadres du RPG qui ont été convoqués au Palais Mohamed V? Il y a eu 2 rencontres là-bas. La dernière. Je n'étais pas là-bas. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Souleymane Douno Keïta était avec nous depuis plus d'1 heure, disons comme ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce matin. Merci les gars pour l'animation de ce débat et merci à vous qui nous avez suivis depuis 9 heures déjà. Nous sommes presque 12 heures. Vous n'avez pas lâché du tout. Merci donc de cette compagnie. Restez avec nous côté télévision. C'était Mamoudou Condé qui a permis que vous m'entendiez, Poutine, toute la cohorte et puis Amadou Sow, le FNDC de la maison a permis que vous nous entendiez côté radio. Restez avec nous, nos programmes continuent à la télévision et puis à la radio, ce sont les meilleurs. Restez donc. Rendez-vous.